Bienvenue dans le podcast Dessine-moi un divan. Je suis Candice Medina-Maro, créatrice de ce podcast, dans lequel je vous propose de vous joindre à des aventures et explorations en terre analytique. On poursuit dans la thématique « La psychanalyse ferait-elle peur ?» Après avoir parlé du divan, du temps et de l'argent, dans l'épisode qui suit, je vais vous parler d'un autre épouvantail, la formation des analystes et leur théorie. Vous êtes prêtes ? Vous êtes prêts ? L'aventure nous attend. C'est parti ! La formation des analystes est un vaste sujet qui fait débat et constitue indéniablement un point de méfiance. Comme je disais précédemment, la profession de psychanalyste n'est pas réglementée, ce qui signifie qu'il n'existe pas de formation et de diplôme reconnus par l'État pour devenir analyste. Comment ça, me direz-vous peut-être ? Non, mais alors tout le monde peut devenir analyste. Il suffit de dire « je suis analyste, venez me raconter votre vie », c'est ça ? En fait, non, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Ceci dit, oui, être analyste, c'est une décision qui revient à la personne qui la prend. Et même si elle n'a pas besoin d'un tampon sur un bout de papier pour cela, ça implique bien des choses, vous allez le voir. Le fait est que ça fait peur d'aller voir quelqu'un qui n'a pas de diplôme. En réalité, la plupart des analystes, quasiment tous en fait, ont un ou plusieurs diplômes, dans des domaines variés. Mais même un diplôme de psychanalyse, comme il en existe quelques-uns à la fac d'ailleurs, si intéressant soit-il, ne prépare pas à devenir analyste. La psychanalyse s'apprend par l'expérience, par les années de travail sur un divan, puis par les années de travail dans le fauteuil d'analyste. Certes, les lectures permettent de nourrir la réflexion et surtout pas de la figer, enfin normalement. Mais surtout, ce sont les analysantes et les analysants qui nous apprennent notre travail. C'est dans ce qu'on entend, dans ce qui se tisse comme relation, dans le transfert et le contre-transfert, dans ce qu'on en fait en tant qu'analyste, qu'on apprend chaque jour, à chaque séance, ce beau et exigeant métier. Pour devenir analyste, la base de la base, c'est donc de faire une psychanalyse, puis d'inventer la formation théorique dont on a besoin et envie, sachant que pratique et théorie continueront de dialoguer l'une avec l'autre lorsqu'on devient analyste. Je dis d'inventer la formation théorique dont on a besoin, car la psychanalyse, loin d'être close sur elle-même, dialogue avec beaucoup d'autres sciences humaines comme la sociologie, l'anthropologie, la philosophie ou encore la littérature, les arts, etc. Bref, en fonction du parcours de chacun et de chacune, on aura non seulement à s'intéresser à la littérature analytique, qui est très diverse et ne se limite pas à Freud et Lacan, mais aussi à d'autres domaines que pratique et théorie analytique convoquent. Or, si on a fait des études de maths, ou de psychologie, de philosophie, de langue, qu'on s'est déjà intéressé à l'ethnologie ou à l'histoire, ou pas, qu'on a une formation artistique ou pas, etc., on ne va quand même pas passer par le même chemin pour commencer et continuer à se former. Quelque part, ça n'a pas de sens, étant donné que la plupart des personnes qui s'installent comme analystes ont déjà exercé un ou plusieurs métiers. Elles ont généralement entre 40 et 65 ans au moment de leur installation. Elles ont un bac plus 3 ou un bac plus 10, et donc des domaines de connaissances très variés et des parcours très divers. Ça n'aurait donc aucun sens qu'elles passent par le même chemin. C'est antinomique, puisque l'idée de la psychanalyse est d'écouter et de cultiver ce qu'il y a de plus singulier chez soi. Ce serait donc quand même très curieux de se former tous et toutes de la même manière. La question du cadre de la formation initiale, si je puis m'exprimer ainsi, pour désigner celle qui se met en place avant de devenir analyste et au tout début de la pratique, disons, est loin d'être anodine. Lacan a proposé une formulation intéressante. Le psychanalyste ne s'autorise que de lui-même. Ce qui implique plusieurs choses. Une fois sa psychanalyse suffisamment avancée, je préfère dire avancée plutôt que terminée, car elle n'est jamais pleinement terminée. Tant qu'on n'est pas mort, il y aurait des choses à analyser, et puis bon, le jour où on est mort, en effet, on n'est plus vraiment là pour dire quoi que ce soit. Bref, la décision de s'installer n'appartient qu'à l'analyste en devenir. Personne, normalement, ne doit donc venir mettre de tampon sur un papier quel qu'il soit. L'autorisation doit venir de l'analyste et d'elle ou de lui seul. Ce qui implique une sacrée responsabilité, quand on y pense. Une autorisation tout aussi forte qu'assumée, pleinement et sans concession, car elle n'appartient qu'à celle ou celui qui la prend. C'est là où il me semble qu'il y a un hiatus avec le fait que beaucoup d'analystes se forment dans des sociétés psychanalytiques qui viennent, par un parcours de type plutôt scolaire et réglementé, valider la décision de celle ou celui qui décide de devenir analyste. Disons en tout cas que ça ne va pas de soi de passer par là et que ça mérite réflexion. En effet, puisque, comme je le disais, la psychanalyse, au-delà de la littérature psychanalytique elle-même, dans laquelle on n'a jamais fini finalement de se plonger et de se replonger, et même de l'écrire, convoque bien d'autres champs disciplinaires des sciences dites humaines, mais aussi la psychiatrie, la neuroscience et même le théâtre.
Bref, il y a de quoi aller se régaler pour se nourrir de tout ce que convoque la pratique analytique. Or, chaque personne étant unique, comme on l'a dit, son parcours étant unique, ça va de soi, il semble difficile de savoir a priori dans quel sens commencer et par où continuer. Qui mieux que l'analyste elle-même ou lui-même peut savoir ce qu'il lui faut? Enfin, une fois devenu analyste, pouvoir échanger sur la pratique et la théorie avec d'autres analystes est fondamental. Et c'est justement dans ce qu'on nomme un cartel, formule proposée par Lacan, que l'on peut échanger entre analystes et continuer d'ouvrir notre pratique à tout ce qu'elle convoque, encore une fois. Et parfois on y parle théorie. Et donc la théorie, parlons-en un peu car elle fait peur. La première fois que j'ai ouvert un livre de psychanalyse, je me suis dit en mon fort intérieur et à haute voix: «What the fuck?» J'ai trouvé ça flippant, je l'ai refermé assez vite en me disant que les psychanalystes étaient vraiment complètement barrés. Je ne me souviens même plus du livre en question. Je crois qu'il était de Freud, mais je n'en suis même pas sûre. Je n'ai pas renouvelé l'expérience pendant un temps, car vraiment, je trouvais ça tellement perché, alambiqué, tordu même, que je me demandais ce que je faisais en analyse. Et justement, ce qui me frappait le plus là-dedans, c'est que je trouvais un décalage total entre ce que je vivais en séance et ce que je lisais dans les bouquins. Je me demandais vraiment comment on pouvait en arriver à des théories aussi froides et déconnectées, en tout cas c'est l'impression que j'avais, heu, alors que moi, j'avais le sentiment de vivre vraiment une expérience. J'avais envie de lire pour aller plus vite à l'époque, pour trouver dans les livres des réponses à mes errances, des pistes à mes questions, peut-être même des pansements à mes douleurs. Bref, pour tout un tas de raisons, c'était une mauvaise idée. Je me suis replongée des années plus tard dans les écrits de divers analystes et ça a commencé à faire davantage sens. Pas tout le temps, et toujours pas d'ailleurs, hein, aujourd'hui que je suis analyste, mais en lisant plusieurs auteurs, Freud, Lacan, Ferenczi, Miller, Winnicott, Klein, Tisseron, Jung, etc., en ouvrant aussi sur la sociologie, l'anthropologie, la littérature, la philo, les sciences, les neurosciences, j'ai commencé à constituer ma bibliothèque intérieure, que je continue de nourrir avec enthousiasme, bon, car intrinsèquement, il faut bien l'avouer, j'adore apprendre. Mais loin de moi l'idée d'absorber des théories sans les interroger, c'est moyennement mon genre, je mets ce que je lis en perspective avec ma pratique d'analyste et les discussions que j'ai avec d'autres analystes, notamment en groupe de travail. Et je fais ma sauce. Bref, tout ça pour dire qu'au début, alors même que je faisais une analyse depuis plusieurs mois, et que je trouvais l'expérience tout aussi complexe que passionnante, mais également douloureuse par endroits, ce qui se disait dans les bouquins me donnait envie de partir en courant de l'autre côté. Ceci dit, pour certaines personnes, c'est l'inverse. En fait, elles commencent par lire des bouquins de psychanalyse et ça leur donne envie d'essayer. Mais il m'a semblé constater dans tout ce que j'ai entendu dans les séances ou en dehors que les écrits psychanalytiques avaient plutôt tendance à faire fuir celles et ceux qui entrevoyaient cette pratique à travers quelques mots sur le papier. Les théories psychanalytiques font peur, du complexe d'Oedipe en passant par celui de Phallus jusqu'à la fameuse question de la castration. Les termes employés aussi font peur: libido, désir, symptômes, jouissance, etc. L'une des raisons de ce qui suscite de la peur, de la méfiance, du rejet, réside, il me semble, dans ce que j'ai expliqué quand j'ai parlé du symptôme, à savoir ce que dans le langage courant, un mot porte en lui. Ce à quoi s'ajoute la méconnaissance de ce qu'on y met quand il s'agit de psychanalyse. Je m'explique. Parler de jouissance, par exemple, pour tout le monde, ça revient à parler de sexualité, d'orgasme. Or, quand on parle de jouissance en psychanalyse, on ne parle pas d'orgasme. Ce dernier n'est qu'une acception, c'est-à-dire un sens possible donné à ce mot, ce signifiant. Quand on parle de jouissance, on parle en psychanalyse de quelque chose de beaucoup plus complexe et pas nécessairement en rapport avec la sexualité. La jouissance, ça peut être par exemple être entendu comme la manière qu'une personne a de se situer par rapport à l'autre, sa place, son rôle, les enjeux que ça implique. Ça parle alors de sa manière d'exister par rapport à l'autre. Je souligne cela, c'est-à-dire que ce soit par rapport à l'autre, car aucun individu n'existe seul, en soi, de manière isolée, parce qu'on est en interaction avec d'autres humains dès les premiers moments de notre existence, et ce qui remonte à avant notre naissance. On ne peut pas faire sans l'autre. On est tout de suite pris dans des interactions, dans des désirs, dans des projections. C'est inévitable. C'est même souhaitable. Même s'il nous faudra trouver parfois comment nous désaliéner de tout ou partie de ces désirs et de ces projections, en trouvant quoi en faire de plus juste pour nous. Bref, la jouissance, par exemple, en psychanalyse, ça parle bien souvent de qui je suis pour l'autre, de ce que je suis pour l'autre, des bénéfices que j'en tire, par exemple. Mais encore une fois, c'est comme le bilinguisme. On ne peut pas faire comme si jouissance n'était pas associée pour tout le monde au plaisir sexuel. Même si ce n'est pas de ça qu'on parle systématiquement, loin de là, quand on emploie ce mot en psychanalyse. D'ailleurs, il est ancré dans l'inconscient collectif qu'en psychanalyse, on parle de sexualité. Mais là encore, quand je dis le mot sexualité, je dis tout et je ne dis rien.
L'un des principes de la psychanalyse, c'est justement d'interroger un signifiant, de voir à quoi il renvoie, ce qu'il convoque. C'est un peu comme si on regardait une fleur. Si vous regardez une pâquerette par exemple, ce que vous voyez, c'est une pâquerette. Mais si vous la regardez vraiment, si vous l'observez, si vous la faites tourner entre vos doigts, si vous l'examinez sous différents angles, puis si vous vous intéressez à l'endroit où elle se trouve, etc., alors vous faites bien plus que juste regarder une pâquerette et constater que c'est ça que vous avez sous les yeux. En réalité, ce n'est jamais juste ça. Ça est toujours beaucoup plus et beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Pour en revenir brièvement à la question de la sexualité, c'est vrai, on en parle en psychanalyse. Alors pas à chaque séance, ni même dès les premières séances, mais c'est un sujet inévitable, je dirais. La psychanalyse étant une aventure au cœur de notre histoire et de ce qu'il y a de plus intime en nous, je vois difficilement comment on pourrait éviter ce qui est peut-être le plus intime, justement. Notre rapport à notre corps, à notre sexe, à notre sexualité, avec tous les affres, les joies, les traumatismes, les abus, les nombreuses interrogations que ça ne peut que soulever. La sexualité, comme tout le reste, ça ne va pas de soi. C'est pour ça aussi qu'on en parle. Mais, comme tout le reste, c'est toujours l'analysante ou l'analysant qui amène le sujet, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas à l'analyste d'imposer quoi que ce soit. Nous sommes là pour accueillir une parole, pour faire écho, pour proposer des angles de réflexion, dans le respect de l'atemporalité de celle ou celui qui est venu parler de sa vie et de son intimité. Je vous propose qu'on ponctue là-dessus, et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de belles explorations.